Et si la révolution, promesse de libération, devenait le piège suprême? Imaginez un pays où chaque souffle d'espoir se mêle à la poussière rouge des grandes plaines, où les cris de la rue résonnent comme un chant ancestral, porteur de colère et de rêves inassouvis. C'est dans ce tumulte que naît l'histoire d'un homme, Ibrahim Traoré, visage juvénile, regard d'acier, silhouette en treillis érigée en symbole d'une Afrique nouvelle. Mais son ascension n'est pas celle d'un dirigeant ordinaire. À 34 ans, il devient le plus jeune président du monde, défiant les empires tout-puissants, brisant les chaînes coloniales et affrontant sans ciller les réseaux corrompus qui gangrènent la région. Pour comprendre la portée de son parcours, il faut remonter le fil du temps, explorer la mémoire blessée du Burkina Faso. Ce pays, jadis Haute-Volta, porte encore les cicatrices de la colonisation et les stigmates de décennies de coups d'État. L'histoire récente n'a été qu'une succession de ruptures, de renversements, de trahisons et de recommencements douloureux. À chaque nouveau pouvoir, la même promesse: délivrer le peuple de l'oppression, restaurer la dignité nationale. Mais à chaque fois, la désillusion frappe comme un coup près. Le cas de Thomas Sankara, héros des années 80, résonne encore dans tous les esprits. Ce président visionnaire, surnommé le Che Guevara africain, avait tenté de redéfinir l'identité nationale, de refuser la dette, de promouvoir l'émancipation des femmes et l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, en 1987, il fut assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Le rêve sankariste se fracassa contre la réalité brutale du pouvoir. À chaque génération, la tentation de la révolution renaît. Mais l'histoire semble condamnée à bégayer, comme si un sortilège empêchait le Burkina Faso de sortir du cercle vicieux des putschs. En Afrique de l'Ouest, cette spirale n'est pas une exception. La Guinée, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire. Partout, la soif de souveraineté se heurte à la mainmise étrangère, aux rivalités ethniques et à la corruption systémique. Le spectre de la France-Afrique plane sur les palais présidentiels, tandis que l'État s'effrite sous les coups répétés du terrorisme et de la pauvreté. C'est dans ce contexte d'incertitude et de défiance que le capitaine Ibrahim Traoré fait irruption sur la scène politique. Issu des rangs de l'armée, il grandit dans un pays où la méfiance est une seconde nature. Dans les casernes, les récits d'ingérence étrangère et de trahison circulent comme des légendes urbaines. Les officiers apprennent à se défier autant de leurs ennemis déclarés que de leurs alliés supposés. Traoré, silencieux, observe. Il comprend que, dans ce jeu d'ombre, le moindre faux pas peut être fatal. Son heure vient lors d'une série de mutineries et de promesses non tenues. Au lieu de se soumettre à la fatalité, il prend les devants. Il renverse les putschistes avant qu'ils n'installent leur autorité, surprenant toute la hiérarchie militaire. La population, habituée à subir, assiste médusée à ce retournement de situation. Pour la première fois depuis longtemps, la rue ne répond pas par la résignation, mais par l'espoir. Un espoir fragile, certes, mais un espoir tout de même. Cette prise de pouvoir envoie un signal fort aux capitales occidentales. La France, partenaire historique, voit son influence reculer. Mais le vide laissé n'est pas sans danger. D'autres puissances, comme la Russie ou la Chine, cherchent à s'engouffrer dans la brèche. Des conseillers militaires étrangers arrivent en catimini. Des contrats miniers se négocient dans l'ombre. La souveraineté revendiquée se heurte à la réalité d'une mondialisation sans pitié. L'histoire de Traoré rappelle celle de Jerry Rawlings au Ghana. Ce jeune officier avait, lui aussi, renversé un régime corrompu à la fin des années 70. Acclamé pour sa rigueur et sa volonté de rupture, il finit par instaurer un régime autoritaire, où la peur et la répression étouffèrent peu à peu l'élan populaire. Des décennies plus tard, le Ghana a certes trouvé la stabilité, mais au prix de multiples concessions et d'un long processus de réconciliation nationale. Au Burkina Faso, le pouvoir est un exercice d'équilibriste. Chaque victoire contre l'ordre établi attise de nouveaux périls. À Ouagadougou, la capitale, rien n'est jamais acquis. Le chef doit conquérir son trône, le défendre chaque nuit, surveiller ses proches et anticiper l'inattendu.
Mutinerie, coup d'État avorté, trahison secrète, surveillance numérique. La souveraineté se gagne dans la douleur et se défend dans la solitude la plus extrême. La jeunesse burkinabé, avide de changement, s'enflamme pour ce capitaine en treillis. Son visage s'affiche sur les murs, porté par les graffeurs comme un nouveau libérateur. Des chansons à sa gloire résonnent dans les quartiers populaires. Mais à chaque avancée, l'ombre s'épaissit. La peur s'installe. La surveillance s'intensifie. Le cercle des fidèles se rétrécit, et la méfiance devient la règle. La révolution, cri de liberté, court-elle le risque de se transformer en régime de contrôle total? L'exemple de la révolution iranienne de 1979 illustre ce danger. D'abord portée par un immense espoir populaire, elle déboucha sur un pouvoir religieux d'une dureté implacable. Les comités de surveillance, la censure, la répression des opposants et des minorités. Là encore, l'idéal révolutionnaire s'est refermé sur lui-même, engendrant une société sous tension permanente. À la présidence du Burkina Faso, survivre exige de tout voir, tout anticiper, tout épurer. Le pouvoir n'est pas hérité, on ne reste chef qu'en échappant à la chasse. Le chasseur, à force d'éliminer les traîtres, ne risque-t-il pas de devenir la proie? Derrière les drapeaux et les cris de victoire, un piège se referme, celui d'idéaliser le révolutionnaire sans voir la prison qu'il bâtit autour de sa propre victoire. L'histoire de Traoré n'est pas seulement une légende de résistance, c'est aussi un avertissement. Jusqu'où faudra-t-il aller pour garder le contrôle? Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré? Pour comprendre la montée fulgurante de ce capitaine, il faut revenir à ses premiers pas, au cœur d'un pays en crise. Avant Ibrahim Traoré, l'Afrique de l'Ouest semblait condamnée au cycle sans fin des coups d'État. Était-il possible de briser cette spirale, ou la région était-elle vouée à répéter les mêmes tragédies? Le Burkina Faso, pays de terre rouge et de cicatrices profondes, porte l'héritage incandescent de Thomas Sankara. Ici, la révolution n'est jamais un lointain souvenir. Elle infuse les rues, hante les discours et flotte sur chaque drapeau. Pourtant, depuis la chute du régime sankariste, l'ombre étrangère, surtout celle de la France, s'est incrustée dans l'économie, l'armée, la politique, et jusque dans les plis invisibles du quotidien. À chaque génération, le pouvoir se transmet dans la violence. Coup d'État après coup d'État, la confiance s'effondre. Derrière les crises politiques, l'insécurité gangrène le nord et l'est, abandonnés à la terreur. L'État recule, l'armée s'épuise, la jeunesse perd espoir. Le recommencement paraît inévitable, comme une malédiction. C'est la logique du recommencement sans fin, analysée par l'historien burkinabé Joseph Kizerbo. On ne bâtit pas une nation sur des ruines sans mémoire. Dans ce chaos émerge Ibrahim Traoré. Jeune capitaine forgé par la rigueur des casernes, il grandit bercé de récits d'ingérence et de trahison. Chaque conseil de commandement devient un théâtre d'ombre, où la méfiance prévaut sur les ordres officiels. Traoré observe, attend. Il comprend que l'histoire du Burkina appartient à ceux qui savent frapper juste au bon moment. Son heure vient lors de mutineries et de promesses piétinées. Mais au lieu de se soumettre, Traoré prend l'initiative. Il renverse les putschistes avant qu'ils n'installent leur autorité. Pour la première fois, la rue ne répond pas par la résignation, mais par la stupeur. Ce coup de force envoie un signal jusqu'aux capitales occidentales. La révolution ne sera pas confisquée. L'ère des marionnettes touche à son terme. Dès lors, chaque décision est une question de vie ou de mort. Car ici, le chef n'est jamais à l'abri. Le pouvoir ne donne aucun répit, seulement un fragile sursis. La lutte pour la souveraineté se confond avec celle pour la survie. Et chaque victoire contre la corruption ou l'ingérence étrangère façonne, dans l'ombre, de nouveaux ennemis prêts à surgir. Oublier cette histoire, c'est ne rien saisir de la méfiance radicale de Traoré, ni de la tension qui traverse le Burkina Faso. Ce n'est pas de l'idéalisme. C'est une stratégie forgée dans la peur, la défiance et l'urgence de survivre face à l'invisible. Mais prendre le pouvoir n'est que la première escarmouche. La véritable guerre commence maintenant, au cœur du régime, là où s'affrontent paranoïa, loyauté et tentation du contrôle absolu. Derrière les murs du palais, la vigilance devient obsession.
À mesure que Traoré s'impose, les lignes entre libérateurs et potentats commencent à se brouiller. L'histoire est riche de ces exemples où la défiance, à force d'être institutionnalisée, finit par se retourner contre ses propres promoteurs. On songe à Robespierre, l'incorruptible de la Révolution française, qui finit guillotiné par ceux qu'il avait cru ses alliés. Quand la Révolution se mue en siège, à qui accorder sa confiance? Chaque matin, Ibrahim Traoré se réveille avec la certitude que la menace rôde. Depuis son ascension, les mutineries et les tentatives d'assassinat s'enchaînent. Les couloirs du palais bruissent de rumeurs, trahisons, défections, complots tissés dans l'ombre. Un secret fait l'effet d'un séisme. Une somme de 5 millions aurait été offerte pour sa tête. 5 millions. Peut-on vraiment acheter la loyauté, ou ne fait-on qu'alimenter la peur? Traoré s'indigne publiquement, mais il sait. La corruption rôde, même parmi ses plus proches. Désormais, faire confiance n'est plus un réflexe, c'est une prise de risque mortelle. Face à cette menace diffuse, Traoré frappe vite. Les purges s'accélèrent, les remaniements se multiplient. Les suspects disparaissent, les fidèles émergent. Un serment s'impose. La fidélité n'est plus due à la nation, mais au capitaine. Les promesses républicaines s'effacent derrière une discipline de fer, où la moindre faiblesse peut coûter la vie. Dans ce climat de tension, la doctrine du verrouillage s'impose. Sécurité, contrôle, centralisation extrême, chaque mesure vise à protéger le noyau du pouvoir. Les frontières se ferment, les communications sont filtrées, les regards extérieurs deviennent indésirables. Traoré érige sa présidence en forteresse. La révolution devient un état de siège permanent. Ce resserrement ne laisse rien ni personne indemne. Le pays s'isole, rompt les liens avec la France, se méfie même de la Russie. Les alliances se délitent, remplacées par le silence et la suspicion. Dans les rues, l'espoir d'indépendance se dissipe, laissant place à la peur du lendemain. Qui gouverne encore, l'homme ou la machine de contrôle qui l'a déclenché? Le danger ne vient plus seulement de l'extérieur. À force de protéger la révolution, Traoré risque d'enfermer tout un peuple dans la paranoïa et la répression. Les idéaux s'effacent derrière des murs, comme si la souveraineté, pour survivre, devait devenir sa propre prison. Mais ce verrouillage n'est qu'un prélude. Bientôt, la technologie et la surveillance s'infiltreront au cœur du pouvoir, redéfinissant à jamais le visage du Burkina Faso. Alors que la forteresse se referme, une nouvelle ère s'annonce, celle du contrôle invisible, où la technologie promet protection mais sème la méfiance. C'est dans cette ombre que la révolution affrontera son plus grand défi. Sécurité ou liberté? Jusqu'où ira le nouveau Burkina Faso? Les rues de Ouagadougou n'ont plus la même allure. Au carrefour, des caméras flambant neuves scrutent chaque visage, chaque geste. À l'entrée des écoles, des marchés ou des bureaux, des capteurs biométriques filtrent la foule. La ville respire la vigilance. Ce qui fut symbole d'ouverture devient rempart contre l'ennemi invisible. Mais la technologie, arme à double tranchant, étouffe aussi la dissidence. Les réseaux sociaux sont filtrés, les appels écoutés, les messages anonymes démasqués un à un. Pour beaucoup, ce verrouillage numérique représente le prix de la paix après tant d'années de violence. Les partisans de Traoré voient dans cette surveillance un mur protecteur contre les menaces intérieures et extérieures. Pourtant, un malaise s'installe jusque dans les hautes sphères du pouvoir. Dans les couloirs feutrés du gouvernement, les conversations se font à voix basse. Chacun se demande « qui écoute ?» La peur infiltre même les plus loyaux, forçant à l'autocensure, au silence. Ceux qui osent contester disparaissent, effacés sans explication. Le soupçon règne, et un mot de travers peut coûter la liberté, ou la vie. L'Occident observe, inquiet. Les médias européens et américains baptisent bientôt Traoré le dictateur numérique. Pour eux, le rêve révolutionnaire est devenu cauchemar technologique. Pourtant, une partie du peuple, épuisée par l'insécurité, continue de soutenir ce pouvoir. Mieux vaut un chef inflexible qu'un pays livré au chaos. La fracture s'agrandit. L'équilibre entre sécurité et liberté devient fragile comme du cristal. Traoré, autrefois porteur d'espoir,
est désormais accusé de bâtir une prison invisible. Le Burkina Faso se transforme en laboratoire d'un contrôle total, où chaque citoyen doit choisir la paix sous surveillance ou la liberté sous la menace. Mais une question demeure, lancinante. Sécurité, à quel prix? Le pays troque-t-il son âme révolutionnaire contre une simple illusion de stabilité? À force de verrouiller, le pouvoir s'isole, perd le contact. Bientôt, le danger ne viendra plus seulement de l'extérieur. Il naît déjà dans la peur, le silence et les ombres du palais. Pour le peuple, chaque jour devient un choix entre la peur et l'espoir. Les décisions de Traoré résonnent bien au-delà des frontières, dessinant le futur de toute une région. Lorsque la suspicion ronge chaque recoin du pouvoir, qui peut encore protéger le chef, même au cœur de sa propre citadelle? À chaque purge, à chaque promotion éclair, à chaque parole tranchante, le cercle du capitaine Traoré se rétrécit. L'homme qui rêvait d'émancipation découvre l'isolement. La confiance s'effrite, même parmi les anciens fidèles. Les jours défilent, les visages se renouvellent, mais la défiance s'installe. Désormais, la loyauté se monnaie contre la peur. Personne ne dort sur ses deux oreilles, surtout pas celui qui tient les rênes. Au dehors, la vie continue, mais l'insécurité et la fatigue rongent le pays. L'économie vacille, la promesse d'une révolution salvatrice s'estompe dans les esprits. La stabilité imposée a un coût, lassitude, colère sourde, exil intérieur. En apparence, la nation tient debout, soudée derrière un chef inflexible. Pourtant, la moindre fissure peut provoquer l'effondrement. Car une autorité fondée sur la peur n'engendre que des ennemis, réels ou imaginaires, et piège le pouvoir dans une spirale de suspicion et de répression. Pour les peuples africains, la leçon est rude. La souveraineté ne se limite pas à la maîtrise des frontières ou au rejet des puissances étrangères. Elle réclame confiance, dialogue et contrepoids véritable au sommet de l'État. Sinon, la révolution espérée se change en prison, où les barreaux sont forgés par la peur, non par les chaînes coloniales. Regardons l'exemple de la Corée du Nord, où la révolution s'est muée en un régime d'ultra-contrôle. Là-bas, la surveillance est totale, la dissidence impossible, et l'ouverture au monde quasiment inexistante. Le peuple y vit dans un état de siège permanent, sacrifiant toute liberté sur l'autel de la sécurité. Cet exemple extrême doit servir d'avertissement à tous ceux qui croient qu'on peut garantir la souveraineté par la seule force du contrôle. Pour éviter cette dérive, il existe des alternatives. Certains pays africains, comme le Bénin ou le Sénégal, ont choisi la voie du pluralisme politique et de la négociation sociale. Ils ont consolidé leurs institutions, favorisé l'alternance démocratique et mis en place des mécanismes de médiation. Certes, les défis restent immenses, mais la société civile y joue un rôle actif, les médias sont plus libres, et le pouvoir doit composer avec des contre-pouvoirs réels. Pour le Burkina Faso, des pistes concrètes existent. Il pourrait instaurer une commission vérité et réconciliation, pour faire la lumière sur les violences passées et restaurer la confiance. Mettre en place une réforme profonde de la justice et de la police, pour garantir l'impartialité et la transparence. Favoriser la décentralisation, afin de rapprocher l'État des citoyens et de donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Et surtout, encourager la participation de la jeunesse et des femmes, longtemps marginalisées des processus décisionnels. En définitive, le parcours de Traoré révèle une vérité universelle. Aucun pouvoir, aussi radical soit-il, ne survit sans équilibre ni remise en question. Ce qui semble solide aujourd'hui peut s'effondrer demain, dès que la peur supplante la foi collective. Mais l'histoire de Traoré n'est pas encore terminée. La suite réserve d'autres épreuves, et peut-être une possibilité d'échapper au piège de la peur. Le capitaine Ibrahim Traoré dirige-t-il encore la révolution, ou en est-il devenu l'otage? C'est la question que se posent aujourd'hui chaque Burkinabé, chaque Africain et tous les observateurs étrangers. Jadis symbole d'un espoir neuf, Traoré façonne désormais un pouvoir dont il est à la fois le maître et le prisonnier. À force de repousser les influences extérieures et de déjouer les trahisons, il a bâti une forteresse politique. La loyauté s'y mesure à coups de purge, la surveillance devient la norme, et la méfiance s'infiltre partout.
Ce mur invisible protège le capitaine, mais il enferme aussi son peuple. Chaque victoire contre l'oppression génère une peur nouvelle. Peur de l'ennemi caché, peur de la main étrangère, peur de la trahison. La révolution, qui promettait l'ouverture, risque ainsi de se refermer sur elle-même, verrouillée par le contrôle et la suspicion. Faut-il saluer la détermination de Traoré ou craindre la dérive autoritaire? La renaissance promise vaut-elle encore si elle exige la surveillance constante et l'isolement? Ou bien ne sommes-nous que témoins d'un scénario trop connu, où chaque quête d'émancipation finit par engendrer une prison, cette fois bâtie par la peur du lendemain? L'enjeu dépasse la personne du capitaine. C'est l'avenir du Burkina Faso, et peut-être de toute l'Afrique de l'Ouest, qui se joue ici. Entre l'élan vers une indépendance réelle et le risque de sombrer dans la peur, la balance est fragile. La souveraineté a toujours un prix. Sécurité contre liberté, unité au détriment de la diversité. La révolution de Traoré nous invite à réfléchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nous sentir enfin maîtres de notre destin? Et, au bout du compte, qui mène vraiment la danse? Le capitaine? Ou la révolution elle-même? L'histoire d'Ibrahim Traoré reste ouverte. Elle nous force à questionner, à douter, à rester vigilants. Admirer peut-être, mais ne jamais oublier, la vraie force réside chez ceux qui osent interroger le pouvoir. Pour conclure, souvenons-nous de l'avertissement de Montesquieu. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et sous les couleurs de la justice. Le Burkina Faso, comme tant d'autres nations en devenir, est à la croisée des chemins. Saurons-nous reconnaître les signes avant-coureurs, restaurer la confiance et réinventer la révolution pour qu'elle ne se transforme pas, une fois de plus,